Sont les meilleures femmes du monde, naïves et fraîches comme des roses. Des roses, il va en trouver à Saint-Cloud lorsqu'il y célèbre son mariage durant 1 mois. Ce ne sont que fêtes, divertissements et spectacles assurés par les troupes de la Comédie Française ou de l'Opéra Comique. La foule acclame les deux souverains. La naissance de l'Aiglon conforte la pérennité de la dynastie. L'enfant reçoit le titre de roi de Rome. Un nouveau danger cependant menace. La Russie qui n'arrive plus à cacher son hostilité. Le tsar Alexandre n'est pas forcément suivi dans sa politique par la haute société russe. Napoléon est prisonnier de cette amitié née à Tilsit. Malgré cela, il décide de rebâtir une armée. Depuis la ville de Dresde, il donne l'ordre d'envahir la Russie. L'une des campagnes les plus désastreuses du Premier Empire s'engage. La victoire de la Moskova et l'entrée en force dans Moscou n'apportent rien en termes stratégiques. L'armée se trouve isolée en terre russe et harcelée par les Cosaques et les paysans. Napoléon décide de revenir sur ses bases, mais c'est déjà trop tard. Il faut repasser la Bérésina qui désormais est gelée. La grande armée en débandade est assaillie par les troupes adverses. De retour à Paris, l'empereur s'adresse à ses ministres. J'ai commis une grave erreur, mais j'ai moyen de la réparer. La désastreuse campagne de Russie vient à peine de prendre fin que Napoléon est confronté à une nouvelle coalition qui le contraint à engager son armée en Saxe. La Saxe lui ayant été restituée par le tsar Alexandre, Frédéric Guillaume III, roi de Prusse, décide de se ranger parmi les ennemis de Napoléon. Les Autrichiens de Metternich se rangent également aux côtés des Prussiens. L'état-major français est à pied d'œuvre. Il faut galvaniser les jeunes recrues, les Marie-Louise, qui pour la plupart sont enrôlés depuis peu. Désormais, la guerre est portée sur le sol français. Ayant laissé une partie de son armée aux frontières, Napoléon se rend à Paris, où il fait ses adieux à Marie-Louise et au petit roi de Rome. En cette nouvelle année, l'empereur repousse les envahisseurs à Brienne. Le 10 février, il coupe la route de Paris aux Prussiens. Le lendemain, les troupes russes sont mises en déroute à Montmirail. Pendant que Napoléon est occupé à repousser les troupes ennemies vers l'est, M. de Talleyrand entre en contact avec les chefs adverses. Au début du printemps, le tsar, accompagné du roi de Prusse, font leur entrée dans Paris, réduisant à néant les derniers efforts du souverain français. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie, et qu'il n'ait aucun sacrifice personnel, même celui de sa vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France. L'empereur apparaît en haut de l'escalier de la cour d'honneur. Arrivé au centre de la place, il prononce ses adieux à la vieille garde et prend en étreinte le général Petit. Il embrasse le drapeau, tandis que le grand maréchal Bertrand l'attend dans la calèche qui doit le conduire vers l'exil. Il embarque à Saint-Raphaël sous pavillon anglais et parvient à l'île d'Elbe quelques jours plus tard, où il est reçu par un groupe de notables. L'empereur, déchu par la convention de Fontainebleau, est autorisé à emmener 400 soldats. Pourtant, une poignée de grognards, emmenés par Cambronne, le rejoignent sur l'île. Assigné à résidence, il reste sous la surveillance du colonel anglais Campbell. C'est à l'hôtel de ville de Porto Ferriao qu'il s'installe
en attendant de trouver une résidence qui lui convienne. De son île, Napoléon suit de près les événements qui se déroulent en France. Il sait que Louis XVIII est revenu d'Angleterre. Ainsi, celui-ci a rétabli la monarchie 20 ans après. Napoléon, amusé, se fait tenir au courant des maladresses du souverain. Les frontières du pays sont ramenées à celles de 1791, augmentées de la Savoie et de Nice. Madame Mère et sa sœur Pauline sont arrivées sur l'île. Convaincu que l'impératrice et le roi de Rome vont aussi venir le voir, Napoléon entame des travaux dans la Villa Moulini, écrivant à Marie-Louise. Ton logement est prêt, je t'attends au mois de septembre pour faire la vendange. Repartie à Vienne avec son père, celle-ci ne viendra jamais. Pour meubler les 11 pièces de la maison, il fait venir du mobilier de Fontainebleau et fait suivre 168 ouvrages provenant de sa bibliothèque. Début septembre, il reçoit la visite de Marie Walewska et de son fils Alexandre qui le rejoignent dans le plus grand secret à la Madonna del Monte. Faisant passer sa politique avant ses sentiments, il lui demande de rembarquer. Ayant recréé un mini-gouvernement, il cherche un autre lieu. Ce sera la Villa de San Martino. La grande salle de San Martino, avec son bassin octogonal, lui rappelle l'Égypte. À Paris, la grogne monte. Les maladresses des Bourbons s'accumulent. Profitant d'une absence momentanée de Campbell, Napoléon fait affréter dans la plus grande discrétion une frégate. Le 1er mars, accompagné de 700 hommes, il débarque à Golfe-Juan pour une nouvelle aventure de 100 jours. Salut, terre de France, terre des braves. S'adressant à Cambronne. Je vous confie l'avant-garde de ma plus belle campagne. Vous ne tirerez pas un coup de fusil, je veux reprendre ma couronne sans verser une goutte de sang. Prenant la route des Alpes, la troupe se dirige vers Grasse, où elle s'établit sur le plateau de Roquevignon. Elle emprunte le sentier des gorges de Siane, chemin escarpé et dangereux, où Napoléon manque de tomber. À Escragnole, l'empereur est accueilli par l'oncle du général Mineur, plus connu comme le propagateur de la Marseillaise. La troupe fait halte à Castellane, où elle fait son entrée par le faubourg Saint-Martin, précédée de tambours et de musique militaire. Les Vive l'empereur fusent de partout. Continuant par le col de Lec, la troupe atteint Barème, où Napoléon passe la nuit dans la maison du juge Tartenson. Le lendemain, la compagnie reprend la route de montagne vers Digne. Napoléon passe la nuit à Maliget, au château de Noguier. À Sisteron, il reçoit d'une jeune ouvrière un drapeau tricolore qui va l'accompagner jusqu'à Waterloo. L'entrée dans Gap est triomphale. À La Fraye, sur le site Aupré, a lieu la première confrontation avec les soldats de la royauté. Un cri de ralliement lui répond. L'aigle royal vole de clocher en clocher pour rallier Notre-Dame. Louis XVIII, sentant le danger, disparaît dans une calèche direction la Belgique. Napoléon décide de fêter la nouvelle constitution qu'il vient de mettre en place. Au Champ de Mai, la garde prête serment de périr pour la patrie qui est à nouveau menacée. Les troupes françaises convergent vers Charleroi. Objectif : devancer les troupes anglo-néerlandaises et prussiennes rassemblées autour de Bruxelles et de Namur. L'état-major français est sous le commandement de Soult. Le soir du 15 juin, les Anglais de Wellington et les Néerlandais, menés par le prince d'Orange, ne croient pas à une offensive de Napoléon. Le bal organisé chez la duchesse de Richmond a lieu comme prévu. Dans la soirée, la nouvelle tombe. Les Français attaquent aux 4 bras. Le soir du 16 juin, Napoléon établit son plan de bataille. Les troupes du général Grouchy seront chargées de repousser les Prussiens au-delà de Sombref. Quant au maréchal Ney, il sera chargé de conserver la position stratégique des 4 bras en attendant le retour des troupes du corps d'Erlon engagées contre les Prussiens.
Quant aux Anglais, ils ne laissent aux Français que artillerie et cavalerie. En fait, Wellington souhaite affronter Napoléon au Mont-Saint-Jean. Le 17 juin, comme prévu, des échanges ont lieu aux 4 bras, mais c'est à Ligny que s'est portée la bataille. Aux assauts français menés par le général Grouchy, le vieux général Blücher, 73 ans, riposte héroïquement en opposant sa cavalerie. Il doit changer de cheval à plusieurs reprises. À l'issue de la journée, les Prussiens décident de se retirer vers Wavre. Dans l'après-midi, les troupes de Wellington ont pris position sur un front étendu entre Goumont, la Haie-Sainte et la Papelotte. La pluie n'ayant cessé de tomber, les armées se préparent au bivouac dans des conditions épouvantables. Napoléon a pris la direction de la ferme du Caillou, où il s'installe. Un entretien avec le maréchal Ney se poursuit très tard dans la nuit. Le 18 juin au matin, les troupes françaises sont à pied d'œuvre. Napoléon entame une diversion vers Goumont afin de fixer l'attention de Wellington sur sa droite, l'empêchant ainsi de renforcer son front gauche, jugé un peu faible. Le domaine de Goumont est niché dans la verdure. La garde anglaise y a pris place. Les troupes dirigées par Jérôme Bonaparte doivent s'y reprendre à plusieurs reprises pour enfoncer et pénétrer les bâtiments vivement défendus par le lieutenant-colonel Macdonnell. Lorsque les premiers assauts de l'artillerie française sont donnés au Mont-Saint-Jean, les Anglais ne subissent que très peu de pertes. Les Français ne parviennent pas à prendre un ascendant suffisant. Grâce à leur régiment de dragons et leur cavalerie, les Anglais reprennent l'avantage. Les Français se replient sous la panique, ne pouvant former leur carré. Plus tard, la cavalerie française, appuyée par l'infanterie à son tour, reprend le dessus. Le verrou stratégique de la Haie-Sainte saute. Les Anglo-Hollandais sont en très mauvaise posture. Dans la soirée, les Français se rendent maîtres du village de Plancenoit. Parvenus en haut de la crête du Mont-Saint-Jean, les soldats français se font massacrer rapidement par les troupes néerlandaises, bien abritées. Les grognards se battent au corps à corps, mais ils sont éparpillés et en nombre inférieur. Le dernier carré résiste encore avec un Cambronne stupéfiant à sa tête. Les Anglais sont admiratifs devant tant de courage. C'est Wellington lui-même qui est chargé de donner l'ordre du dernier assaut victorieux. Désormais, la garde impériale fait retraite. Quittant le carré, Napoléon regagne la ferme du Caillou. Le soir, d'autres mauvaises nouvelles parviennent à l'état-major français. Les Prussiens sont en vue. Les derniers espoirs français sont anéantis. Wellington, accompagné d'un petit groupe d'officiers, rencontre Blücher à la ferme de la Belle Alliance. Le Prussien lance à Wellington le seul mot en français qu'il connaisse. Quelle affaire! Dans la nuit, le duc rédige pour son gouvernement un rapport qui porte le nom de la bataille de Waterloo. Celle-ci a laissé des traces de chaque côté. Des monuments rappellent les sacrifices de chaque armée. L'Aigle royal accomplit maintenant son dernier voyage en toute liberté. Rentré aux Tuileries pour une ultime tentative de réhabilitation, Napoléon doit désormais décider lui-même de son lieu d'exil. Auparavant, il souhaite se rendre une dernière fois à Malmaison. C'est Hortense qui désormais en a la charge, puisque Joséphine vient de rendre son dernier souffle. L'empereur déchu décide de partir pour l'île d'Aix.
Pensant qu'il pourrait partir aux États-Unis, c'est seulement 5 jours après son arrivée à Rochefort qu'il se décide à embarquer pour la frégate La Salle. Restant à bord du navire, il ne débarque que quelques jours plus tard pour prendre possession de la maison du commandant de l'île. Napoléon refuse toute proposition d'évasion de la part de son entourage. Le Bellérophon l'attend déjà dans la rade. Altesse royale, en but aux factions qui divisent mon pays et l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai consommé une carrière politique et je viens comme Thémistocle au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois, je réclame de votre Altesse comme du plus puissant, des plus constants et de mes plus généreux de mes ennemis. Considéré comme un prisonnier, il est embarqué sur la frégate qui accoste en Angleterre. Malgré les lois du pays, le 7 août, il est réembarqué sur le Northumberland en direction de l'Atlantique Sud. Bertrand, Montholon, Gourgeot, Las Cases font partie du voyage. Au matin du 15 octobre, l'île surgit telle une forteresse plantée au milieu de l'océan. Dès son arrivée, celui que les Anglais n'appellent plus que le général Bonaparte est logé au pavillon des Brigands. Là, il passe des jours heureux en jouant comme un enfant avec la fille de ses hôtes, la petite Betsy Belcombe. Les Anglais lui dessinent le plateau de Longwood, fouetté par le vent et la pluie. Il se lance dans la dictée de ses mémoires. Chacun de ses compagnons d'infortune reçoit ses témoignages. Le mémorial de Las Cases va connaître un grand succès en France. Entouré de 12 fidèles membres, l'Aigle royal prend son dernier envol. Au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant des souffles de la vie qui jamais anima l'argile humaine. Écrit Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe. Une grande assistance est présente à Sainte-Hélène pour conduire la dépouille de l'empereur. Les marins de la frégate Belle Poule sont chargés d'acheminer le cercueil en France. L'imposant char funèbre parvient à Courbevoie. Une foule immense se presse sur les Champs-Élysées. Le corps de l'empereur est accueilli par le roi Louis-Philippe et les soldats de la Grande Armée. L'immense sarcophage qui renferme 6 cercueils est entouré de 12 statues colossales de la victoire. Je fusse mort sur le trône, dans les nuages de la toute-puissance, que je serais demeuré un problème pour bien des gens. Aujourd'hui, chacun peut me juger à nu. Napoléon et son fils le roi de Rome sont enfin réunis pour la postérité.